Le journal. Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Mandiko TV. Voici le titre de l'actualité de ce samedi 15 octobre. Soutien indéfectible à Félix Tshisekedi par une frange importante de députés nationaux profondeur, membres d'Ensemble pour le changement. Des bus Transco au Kasaï central, Kasaï oriental, au sud Ubangui et au Sankuru. C'est une promesse du président de la République qui se réalise par le ministre de Transport, Chéribin Okende. Toutes les constructions anarchiques de la ville de Kinshasa seront détruites et c'est là sans aucune indemnité. Décision du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui l'a dit après avoir déploré les dommages dans la concession du cimetière de Kintuka. C'est tout pour le sommaire. Le journal. Le contrat chinois, on en reparle encore. Les méga-contrats mines contre infrastructures signés à hauteur de 9 milliards de dollars américains entre la RDC et des multinationales de la Chine en 2008 a déjà subi 2 audits pour examiner sa conformité. Au regard des réalisations effectuées, des avantages et désavantages de part et d'autre de 2 parties, plusieurs raisons poussent à la révision de certaines clauses et de ce contrat jugé mal équilibré. Aux dernières nouvelles, l'inspection générale de finances s'est saisie de ce dernier dossier pour des dernières conclusions. Dossier à suivre. La plateforme électorale Ensemble pour le changement est différente du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Tout élu issu de cette plateforme électorale n'est pas précisément ou nécessairement membre de l'Ensemble pour la République. Cet éclairage est de l'honorable Lusenge Bonane, l'un des députés frondeurs du groupement de Moïse Katumbi à l'Assemblée nationale. Suivez ce reportage de Martin Kaembe. Le départ d'une quarantaine de députés de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est interprété de diverses façons par la population et la classe politique de l'opposition. L'honorable Lusenge Bonane, élu de Lubero, refuse toute récupération de leur démarche et invite les responsables des partis de Moïse Katumbi de dire la vérité aux Congolais au lieu de parler de la récupération politique. Moïse Katumbi essaye ou est en train de devenir aussi politicien, alors qu'en tant qu'homme d'affaires, collègue à cette matière, quoique plus fort, nous sommes dans un autre monde de franchise. La confusion, c'est-à-dire il entretient une confusion parce que nous avons adhéré à une plateforme électorale à l'époque dans le souci de révoquer Joseph Kabila Kabange au poste de la présidence. Et ceci, nous l'avons fait, on a créé une plateforme qu'on a appelée Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement. Retenez bien, cette affaire nous a convaincus. Presque tous les leaders du Nord Kivu, du groupe qui se sentait un peu agenouillé. Au Nord Kivu, il y a une grande majorité communautaire qu'on appelle les Nandais. Cette communauté se sentait agenouillée par le régime Kabila. Tous ces gens-là, nous les avons convaincus pour entrer dans cette association qu'on appelle Ensemble pour le changement, avec comme objectif de révoquer Joseph Kabila au poste de président de la République pour les motifs que tous les Nandais lui reprochent. C'est à ce moment-là que, en mettant l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ceci a découragé Moïse Katumbi. Il était un peu abattu. Abattu depuis que Joseph Kabila l'a bloqué à Kasumbalesa pour ne pas déposer sa candidature. Il a trouvé que tout ce qu'il a dépensé, ça ne servira à rien, c'est comme une perte. À bon commerçant, il était découragé et il a abandonné tout. Même toute l'amitié avec toutes les personnalités nandela, il a abandonné tout. Même les saluer, les retrouver au téléphone, c'était devenu impossible. Et il créa un parti politique du nom de... Voilà la confusion maintenant. Du nom de Ensemble pour la République. Différent de Ensemble, de la plateforme Ensemble pour les changements.
Ensemble pour la République, comme parti politique nouveau, actuellement vieux de 2 mois, n'a donc pas de député. Tous les élus du Grand Nord dans la province du Nord Kivu sont derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi. Cette affirmation est de l'honorable Lusenge Bonane, député élu du Lubero. Le président peut compter sur eux pour sa réélection en 2023. Il est au micro de Martin Kaembe. Suivez. Parce que notre souci, c'est de sauver notre province du Nord Kivu de la situation où on l'avait mise, où on l'avait mis, dans laquelle nous trouvions marginalisés, mis à genoux. Il y a même des ethnies de la province du Nord Kivu qui semblaient être utilisées pour nous soumettre. Nous nous révoltions contre cela. Et aujourd'hui, il y a équilibre, toutes ces ethnies-là, et nous-mêmes, les Bafati, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas, il y a match nul, nous sommes un président pareil qui nous met au même niveau. Mais l'autre là, il nous mettait à genoux par rapport à une ethnie de notre propre province. Maintenant nous sommes bien, nous sommes ensemble, merci à Fachi pour cela. Ce n'est pas nous qui les créons. Nous sommes en train de vivre de cette manière-là. On n'a pas de problème, nous pouvons ne pas fonctionner, c'est le silence. On peut continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, elle est provoquée par encore Moïse Katumbi, qui fait déclarer à Olivier Kamikatou et Francis Kalombo des choses inacceptables, selon lesquelles, si nous sommes vraiment des hommes, nous avons vraiment un pouvoir qu'on ose toucher à leurs hommes, nous ne pourrons rien faire. C'est ici que les jeunes Turcs, pas moi, les jeunes Turcs ont trouvé cela comme une injure. J'ai essayé de le faire comprendre, ils ne touchaient quand même pas. Il y a des amis qui sont quand même là, ils sont au gouvernement, mais quand même ils sont doux, ils ne sont quand même pas méchants comme tels. Bon, les jeunes Turcs ne comprennent pas cela. Pour eux, c'est fini. Il nous a demandé de prouver si nous avons une force, alors nous signons pétition. On a signé. Moi, je pouvais faire quoi par rapport à l'injure était quand même là. Nous attendions quand même que peut-être Moïse Katumbi lui-même ou les deux porte-parole puissent dire que ce qu'ils ont fait, c'était mauvais, qu'ils prennent des excuses, comme ça on continue bonnement. Mais quand ils énervent le gouvernement, et ils énervent le Parlement qui entérine les ministres, ils les énervent. Vous voulez encore quel résultat? Il est en même temps au gouvernement, à travers ses ministres, en même temps, il est dans l'opposition pour injurier le même gouvernement. C'est un jeu difficile à gérer. C'est pourquoi certains clairvoyants comme les Mwindonzangi, ils ont sauté avant. Ils ont sauté avant. Et nous demandons même aux autres de sauter aussi vite, de quitter ce bateau-là où il va rester. Parce qu'il n'a plus de députés, il n'aura pas. En tout cas, ceux qui vont rester sont moins nombreux. Mais alors, il devient coquille vide. Il est au même niveau aussi. Ensemble pour la République comme parti politique, c'est même moins fort qu'ici, dès qu'il y a 3-4 députés seulement. C'est moins fort. Donc il est même petit par rapport à Fayoulou, par rapport au nombre de députés qui sont dans son... Il est petit. Alors si il est petit, mais quand même on donne la considération qu'il est génu, et comme ça toutes les motions qui sont ici s'arrêtent. Et je sais d'ailleurs que comme homme d'affaires, il a beaucoup de difficultés de travailler toutes ces affaires-là en étant en difficulté avec le pouvoir, à provoquer un pouvoir, à provoquer une guerre avec le pouvoir. Je recommence en RDC, je lui donne un peu de chance. De la politique nationale allant à la diplomatie parlementaire, la coopération entre la RDC et la Turquie étant au centre de l'échange entre les présidents de l'Assemblée nationale et le diplomate turc en travail en RDC, les deux hommes se sont mis d'accord pour la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire RDC-Turc. Suivez ce reportage. Les parlements restent un cadre très important pour la classe politique turque. Cette affirmation est de l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo, juste après sa rencontre avec les présidents de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Marat Oulkou a aussi indiqué que sa tête-à-tête avec les speakers de la Chambre basse était une occasion pour présenter un état de lieu de la coopération entre les deux États en général et dans le domaine parlementaire en particulier, raison pour laquelle il y a urgence de créer un groupe d'amitié RDC-Turquie. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de me présenter à Monsieur le Président. Et c'était aussi une belle occasion pour faire un peu les états des lieux vis-à-vis de notre coopération, en particulier dans le domaine parlementaire, parce que
Comme vous le savez, à l'ère moderne, ce n'est pas seulement les diplomates qui mènent les activités de coopération, en particulier les parlementaires. Les parlements sont très importants parce que pour engager les peuples, nous devons toujours avoir le soutien des parlements. Et dans ce cas-là, bien évidemment, en exerçant mon mandat, j'aurai le besoin d'un soutien continu de la part de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, un aspect très important pour nous, c'était de trouver les meilleures façons d'accroître la coopération entre les deux parlements. Et j'ai informé l'honorable président qu'en 2018, le côté turc a déjà créé un groupe d'amitié interparlementaire à Ankara, à notre grande Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui, j'ai suggéré à l'honorable président que le côté congolais aussi puisse suivre ce pas. Alors nous aurons la chance de animer un peu, n'est-ce pas, ce volet parlementaire. Cette rencontre entre les deux hommes leur a permis de faire la ronde de toutes les questions en bilatéral comme en multilatéral. Le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, M. Chériban Okende, a présidé la cérémonie du convoi de bus Transco et vers les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental et du sud Ubangui. Le lieu de la cérémonie, le port de l'ex-Onatra. Suivez ce reportage de Muriel Mossa. Au total, 20 bus Transco expédiés à raison de 5 par province, notamment les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et le sud Ubangui, qui vont donc permettre aux populations locales de voyager dans de bonnes conditions. Les patrons de transport ont martelé que cette remise de bus rentre dans le cadre d'une des missions lui confiées par le gouvernement et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en personne, pour désenclaver le pays et aussi mettre en œuvre le caractère national de Transco. De suivre le mot d'ordre, le slogan qui a été légué à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par feu Étienne Tshisekedi en disant « le peuple d'abord ». Au niveau du ministère de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, nous avons une lecture de ce slogan du peuple d'abord. Cela veut dire en prime, partout où il y a un citoyen congolais. Il faut faire en sorte qu'on crée des conditions d'une vie, si pas très radieuse, mais quand même tenable et honorable. Le ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, Chériban Okende, a remis le clé aux représentants de chacune des provinces, c'est-à-dire le gouverneur, auquel il a demandé un usage responsable de ces bus. Lorsqu'il avait plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier les responsabilités au ministère de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, la société commerciale de transport et de port était en profonde détresse. Nous avions dit au personnel de la SCTP, il faut croire en la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et suivre méticuleusement les orientations que nous allons vous donner et ça va redonner vie. Notons que la cérémonie a vécu une grande participation dans la présence particulière de plusieurs personnalités de provinces concernées. Le premier bénéficiaire de ce bus Transco n'a pas tardé à réagir à la suite de ce geste du gouvernement de la République. Il s'agit des gouverneurs des provinces, un élu du Kasaï et le DG de Transco. Pour eux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vient de se souvenir de leur population. Ils sont au micro de Muriel Mossa. Suivez l'élément. Cette dotation est très importante lorsqu'on sait que nous sommes une province enclavée et ne dispose même pas d'un système de transport en commun organisé dans son chef-lieu. Nous allons travailler ensemble avec l'équipe Transco au niveau de la province pour que ces bus nous aident la population à se déplacer de manière sécurisée. Hier, parents pauvres, aujourd'hui le soleil luit vers le Grand Kasaï. Enfin, la population du Grand Kasaï va se déplacer autrement. C'est-à-dire que le chef de l'État a un regard attentif, lequel regard est entretenu par ses collaborateurs.
C'est vrai, le Kasaï est servi, le Kasaï central est servi, le Kasaï oriental est servi. Mais Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le DG, souffrez que je sois encore plus exigeant. Il y a la Lomami et le Sankourou qui ne sont pas encore servis. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le ministre, prenez à cœur la demande que je formule pour mes frères et sœurs de la Lomami et du Sankourou. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPSC a procédé au lancement de l'atelier de la revue conjointe à mi-parcours du secteur de l'éducation. Tony Mwaba a exhorté les participants à réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour des meilleures solutions aux obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement de la République dans le secteur de l'éducation. Martin Kayembe pour le point. Pendant 3 jours, les participants à l'atelier sur la revue conjointe à mi-parcours, secteur de l'éducation, vont réfléchir sur les stratégies sectorielles de l'éducation à mettre en place pour des solutions à des obstacles qui entravent l'atteinte des objectifs du secteur de l'éducation. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a dans son mot d'ouverture fait des recommandations claires de la mise en œuvre sectorielle et actions prioritaires d'ici 2025. Le défi le plus important est certes celui du financement du secteur. La politique de la gratuité, la mise en œuvre de la réforme LMD, indispensable pour moderniser notre système universitaire, la redynamisation de notre système de formation professionnelle, ainsi que l'appui nécessaire au programme d'alphabétisation, nécessitent certes des dépenses importantes. Mais il s'agit de dépenses nécessaires si nous voulons véritablement mettre notre pays sur les chemins du développement. Mesdames et messieurs, beaucoup d'autres défis restent à relever. Les différents exposés et les ateliers programmés au cours de ces jours seront autant d'occasions de les aborder et les mettre en exergue. Il faut noter que depuis l'adoption de la stratégie par les gouvernements, des efforts et réformes ont été accomplis dans l'optique de redynamiser le secteur de l'éducation. Opération assainissement de la capitale. Les autorités urbaines de la ville de Kinshasa ont lancé une opération de démolition des constructions anarchiques à travers la ville-province de Kinshasa. Après Kingaboa dans la commune de Limete, une deadline a été donnée pour les constructions sur les sites de Kintsuka, non que jusqu'à mercredi pour être démolies, a averti le gouverneur Gentini Ngobila, et ce, sans aucune indemnisation. Suivez ce reportage. Les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila et Gérard Moulumba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa, ont résolu d'en découdre avec les auteurs de ces tristes phénomènes. Lors d'une descente au cimetière de Kinsuka dans la commune d'Ngalima, ils ont fait un constat amer de l'irruption de plusieurs maisons d'habitation sur le site de ces cimetières, profanant ainsi le tombe. L'autorité urbaine a ainsi décidé de la démolition dès le mercredi prochain de toutes ces constructions. Gentini Ngobila a pour ce faire instruit son conseiller technique, la ministre provinciale des Affaires foncières et urbanisme, ainsi que le chef de division des Affaires foncières, à travailler d'arrache-pied pour déterminer le périmètre initial de ces cimetières. À l'en croire, aucune indemnisation ne sera faite en faveur de ceux qui ont construit sur ces sites, et que toute personne qui oserait réclamer quoi que ce soit sera arrêtée pour profanation du lieu de repos de mort. Ce sont là les avertissements du premier citoyen de la ville. Et de rappeler aux Kinois que cela fait exactement 7 ans depuis que ce cimetière est fermé. La désaffectation du cimetière ne peut intervenir que 50 ans après l'inhumation du dernier corps. Les patrons de la ville ont aussi interpellé le chef coutumier sur leur devoir de protéger le terre et non de les vendre parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Il est à noter que cette opération de démolition des constructions anarchiques se poursuivra sur d'autres sites, notamment au cimetière de Kasavubu, qui lui aussi n'a jamais été désaffecté. Répartons en province, le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, reste déterminé à accompagner la paix dans les communautés. L'éminence a, au cours d'un culte pour la paix et la réconciliation des peuples Akwamut dans la province du Maïndombe, a appelé les autorités du pays à restaurer l'autorité de l'État dans ce coin, car estime-t-il que l'État est absent à Akwamut. Suivez ce reportage.
reportage de Vini Ngali. La partie ouest de la République démocratique du Congo fait face depuis un certain temps au conflit entre deux communautés, à savoir le Téké et les Yaka, une situation préoccupante qui laisse à désirer car ces deux communautés vivent en symbiose depuis des siècles. Préoccupé par la situation, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dit dans la soirée de mercredi 12 octobre à Bandundu une messe pour la paix et la réconciliation des peuples à Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe. Au cours de cette messe, il a appelé les autorités du pays à restaurer l'autorité de l'État dans ces coins car selon lui, l'État doit faire quelque chose pour trouver la solution. Ma visite à cette communauté a été un moment de grand réconfort moral, spirituel pour un peuple qui souffre, un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer, parce que ça peut avoir des conséquences au-delà. Pour le prince de l'église catholique, Kwamouth, c'est la porte de Kinshasa. Si l'on ne prend pas garde, redoute-t-il, c'est la ville de Kinshasa qui sera emportée. N'oublions pas que Kwamouth, c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Tout ce qui est navigation sur le fleuve, toutes les eaux du pays passent par Kwamouth, soit par le fleuve venant du nord, soit par la rivière qui ramasse toutes les eaux du Kasaï, de Kwilu, de Kwango, etc., ou du Mai-Ndombe. Tout ça, ça passe par Kwamouth. Et s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. À noter qu'avant cette messe, l'archevêque de Kinshasa a visité les déplacés des Kwamouth logés sur les sites d'hébergement de Malébo à Bandundu. Il leur a apporté une assistance humanitaire constituée des vivres et autres produits non alimentaires. Saison de pluie, saison des ennuis à Kinshasa. Voilà que la saison de pluie qui a pris du retard commence à se livrer. Compte tenu des conséquences qu'elle apporte dans chaque année en sinistres et désolation, on se demande si les autorités ont pris des dispositions pour prévenir les éventuels malheurs pour sauver des vies et l'environnement des mauvaises surprises et fatalités. Suivez cette réflexion proposée par la rédaction. La saison de pluie à Kinshasa n'est plus synonyme de bénédiction car la présence des eaux provoque de nombreux dégâts et malheurs dans plusieurs quartiers de la ville. Dès que le ciel s'assombrit, tout le monde songe à tous les risques imprévus et se précipite de prendre quelques dispositions à prendre. La ville ne présente plus des conditions de mieux canaliser l'écoulement de ces eaux qui débordent et bousculent l'environnement et l'habitat précaire des habitants de Kinshasa. Des années passent et les mêmes causes produisent les mêmes effets. On sait qu'avec les pluies qui vont augmenter en novembre et décembre, plusieurs quartiers seront sinistrés et frappés par la rigueur des eaux brutales. Alors, qu'en est-il de la prévention et précaution que le pouvoir public devrait prendre face à cette menace connue et quasi traditionnelle? Jusque-là, rien ne paraît avoir été prévu lorsqu'on regarde le spectacle dans nos communes où le décor des infrastructures n'a pas changé. Les immondices surabondent, les caniveaux sont déjà bouchés, bref, on est loin d'une issue favorable. Ainsi, il serait mieux de sauver des vies en amont que de les pleurer en aval parce que rien n'a été fait pour les protéger. Ainsi, il serait mieux de sauver des vies en amont que de les pleurer en aval parce que rien n'a été fait pour les protéger. Aussi, les infrastructures de la ville de Kinshasa sont vieilles et les nouvelles constructions ne respectent pas les normes pour la plupart, d'où une réglementation urbanistique révolutionnaire et courageuse s'impose pour freiner les constructions anarchiques et mal conçues afin de créer des nouvelles canalisations. Comme ça, on est sûr de réellement servir notre environnement, notre habitat et nos populations. Pour terminer, plus de peur que des mal dans les chefs de consommateurs des carburants. Le service du ministère des hydrocarbures en RDC rassure et confirme qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant, contrairement à ce qui s'est dit, ce qui se propage dans les réseaux sociaux et autres fausses informations en circulation. Explication du sujet dans cet aperçu de la rédaction.
Il n'y aura pas de pénurie de carburant, assure et confirme officieusement les services concernés du ministère des Hydrocarbures pour couper court aux informations relayées dans les réseaux sociaux selon lesquelles le retard que prend le gouvernement central à liquider plus de 200 millions de dollars aux sociétés pétrolières risque de provoquer une prochaine crise de carburant dans les stations-service de la capitale. Les témoignages à l'origine de ces inquiétudes relèvent par le constat de la fermeture avant l'heure de certaines stations-service, pendant que d'autres ne vendent pas, lorsque la présence des files d'attente se remarque encore dans plusieurs autres. C'est en fait ces irrégularités dans la vente de carburant au public qui génèrent ce mauvais climat de suspicion et de méfiance entre, d'une part, les consommateurs et les fournisseurs de carburant, et d'autre part, l'État et la corporation des sociétés pétrolières privées qui se veulent assurer de rentrer dans leurs droits financiers pour disponibiliser convenablement, c'est-à-dire à des coûts harmonisés avec l'appui du gouvernement, la vente du carburant aux consommateurs. Mesdames et messieurs, ce journal tient à sa fin. Voici le rappel de titres. Soutien indéfectible à Félix Tshisekedi par une frange importante de députés nationaux profondeurs, membres d'Ensemble pour le changement. Des bus Transco au Kasaï central, Kasaï oriental, au sud Ubangui et au Sankuru. C'est une promesse du président de la République qui se réalise par le ministre de Transport, Chéribin Okende. Toutes les constructions anarchiques de la ville de Kinshasa seront détruites et c'est là sans aucune indemnité. Décision du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui l'a dit après avoir déploré les dommages dans la concession du cimetière de Kintuka. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine et bon week-end. Le journal.